Je vais juste présenter M. Dominique Bourg, qu'on accueille aujourd'hui, qui est professeur à l'Université de Lausanne, à l'Institut de géographie et de durabilité, qui se trouve au sein de la faculté des géosciences et de l'environnement. Ses domaines de recherche, c'est essentiellement la philosophie politique environnementale, c'est la démocratie écologique, c'est la durabilité, c'est la pensée écologique. Le dessein d'une démocratie, c'est d'augmenter le bien-être de ses citoyens. Le bien-être, c'est normalement, je dis bien normalement, ça peut être plus compliqué, on vient de l'envisager, c'est normalement la boussole en termes de démocratie. Eh bien, vous allez voir que justement, cette boussole, elle ne fonctionne plus lorsqu'on aborde les questions d'environnement global. Des pays s'étaient engagés à ne pas laisser les choses évoluer de telle sorte que l'on perturbe le système climatique. Voilà, fini. Le système climatique, on l'a largement perturbé. Il y a un changement climatique, il est en cours, il va s'accélérer. On a pu établir qu'entre 70 et aujourd'hui, eh bien, c'est 58% des vertébrés sauvages qui ont disparu. 75% des insectes volants qui ont disparu. Lorsqu'il y a 20 ans ou 30 ans, lorsqu'ils allaient, je ne sais pas moi, de Genève à Zurich un soir d'été, il est obligé de s'arrêter plusieurs fois pour nettoyer le pare-brise. Si vous faites maintenant la même distance, vous n'aurez plus que quelques impacts. On a vraiment une atteinte massive à l'environnement global. Et en fait, nos démocraties, non seulement ne l'ont pas empêché, mais elles y ont fortement contribué. Donc la première caractéristique des problèmes d'environnement, c'est qu'ils sont globaux. Les émissions de gaz à effet de serre, en quelques semaines, elles sont brassées dans la totalité de l'atmosphère. On n'hésite absolument pas à compromettre le bien-être de l'ensemble des citoyens de la Terre. On était autrefois dans des pollutions que tout le monde pouvait constater, qui faisaient consensus. Et donc à partir de ce moment-là, les autorités publiques pouvaient très facilement revenir sur ces... employer des mesures, même parfois difficiles. Elles étaient largement admises par les citoyens parce que ça reposait sur un socle admis par tous. Et à partir du moment où on a des problèmes invisibles, eh bien, on a des problèmes qui sont facilement contestables dans l'espace public. Et du coup, pour les autorités publiques, la prise de décision est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lourde. Là, on a à nouveau une difficulté politique spécifique. Quand j'agis massivement à l'endroit A, je peux avoir des conséquences sur Y ou W. Donc, lointaine dans le temps et lointaine dans l'espace. Ça va durer des dizaines de milliers d'années. Dans 100 000 ans, il y aura encore 7%, mais là, ça n'aura plus tellement d'effet, des gaz à effet de serre qu'on aura introduits. Et si je regarde les effets en termes de biodiversité, eh bien, vous le savez, quand il y a eu une grande extinction, il faut attendre 5 à 10 millions pour que vous ayez une diversité analogue. Donc là, l'irréversibilité est encore plus forte. Je vais changer mes comportements, au bout de 30 ou 40 ans, je ne verrai encore pas grand-chose. Pire, ça va empirer. Je me mets dans la difficulté, je me mets à la peine, et je n'en retire aucun résultat. Donc, pour un gouvernement, demander à ses citoyens de faire des efforts, pas beaucoup envie. On pourrait peut-être une fois capter du CO2 en masse pour le stocker, Dieu sait où, dans les roches. Est-ce que la technologie pourrait nous sauver? Enfin, il faut bien que vous sachiez qu'on ne fait rien sans énergie et sans matériaux. Même d'ailleurs, si vous voulez, quand nous autres humains nous disons que nous produisons de l'énergie, vous savez que c'est faux. Vous avez fait de la physique, premier principe de la thermodynamique, l'énergie est constante dans l'univers, on ne la produit pas. Les hommes savent capter l'énergie, et ils savent la transformer, la transporter. Mais je vous le donne en mille, la capter, la transformer, la transporter, ça exige quoi? De l'énergie et des matériaux, qui eux-mêmes exigent de l'énergie. On n'a pas les techniques aujourd'hui pour produire l'électricité en masse avec de la biomasse. On commence à avoir des techniques de captage, on sait faire, un coût quand même non négligeable, et ça ne capte pas tout. On commence à avoir des techniques de stockage, mais ces techniques ne sont absolument pas fiables, on n'est pas assuré de la longévité du stockage. Les techniques permettent des choses, mais j'aurais presque envie de dire qu'elles ne déplacent plus les problèmes qu'elles ne les solutionnent. En tout cas, elles ne solutionnent aucun problème en n'en posant pas d'autres.
Donc imaginez qu'avec des techniques, on a la solution absolue et radicale de nos problèmes, c'est relativement naïf. Qu'est-ce que nous, la jeunesse actuelle et probablement la future relève, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'améliorer la situation? Puisqu'on est dans un cours de philo, soyez kantiens. Hissez à l'échelle universelle la maxime de votre action, et chaque fois que vous faites quelque chose à l'environnement, c'est capital. Ok, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe si les 7 milliards 400 millions d'êtres humains font comme moi? Je vais à Barcelone toutes les semaines en avion. Waouh! Là, ça explose. C'est plusieurs degrés à la fin du siècle. De 5 à 10. C'est absurde. Donc, je suis un crétin. J'universalise la maxime de mon action. Bon conscient. Et je regarde ce que ça fait sur un plan écolo. Même si les gens ils décident de changer les choses pour les générations à venir, le fait que les gens sont égoïstes et veulent des choses bien actuellement, ben ça ne va pas faire bouger les choses, je trouve. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on va commencer à entrer dans la mouise, ben là, on peut espérer qu'on va bouger plus. Mais vous avez vu qu'en environnement, c'est un peu gênant, parce que quand on est vraiment dans la mouise, on y est pour longtemps. Et bien maintenant, moi, ce qui me donne un peu plus le moral, c'est que tout le monde commence un peu à voir. Et qu'on est vraiment le moment changé. Alors, on arrivera sans doute pas à la hauteur qu'il faudrait, on va sans doute déguster, voilà. Mais plus on aura gagné, plus on aura agi, et mieux ça sera. Donc ça doit être votre boussole, votre credo. Et que vous fassiez partie des gens qui vont bouger le monde. Maintenant, si on ne le bouge pas suffisamment, etc., ben, on verra bien. Mais vous, vous aurez fait tout ce qui est dans votre pouvoir pour le faire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en faisant culpabiliser les gens et en les sanctionnant, ça va vraiment permettre d'évoluer au niveau de l'écologie actuelle? Non, la culpabilisation, ça ne sert à rien, ça produit même plutôt l'inverse. Les pouvoirs publics ont toujours su adopter des contraintes. Mais pour qu'une contrainte soit efficace, il faut qu'elle soit comprise. Et si elle est comprise, elle peut être acceptée. C'est quoi votre position du coup par rapport à la décroissance, à ce concept qui va dans l'autre sens? C'est pas forcément un malheur que de ne plus croître, mais c'est très compliqué parce que, il ne faut pas vous mentir, hein, on ne sait pas faire aujourd'hui. On ne sait pas comment pourrait fonctionner une économie en décroissance. On connaît certains des premiers pas qu'on peut faire, mais on ne connaît pas les suivants. On ne sait pas faire redescendre les flux de matière et d'énergie sans faire décroître le PIB. Donc oui, forcément, il faudra faire décroître le PIB. Ce n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça, parce que, si vous voulez, disons que le PIB, la croissance du PIB était un indicateur très indirect, mais c'est vrai que jusqu'au début des années 70, la croissance du PIB, c'était plus de bien-être, c'était plus d'emplois, et c'était moins d'inégalités. Depuis cette date, chacun de ces fruits s'est transformé en poison. La relation au bien-être, alors aujourd'hui il y a un décrochage total, mais le décrochage commence dès le début des années 70. Alors, Oxfam a fait le calcul, l'an dernier, les 8 personnes les plus riches au monde, les 8, vous les tenez presque sur les 6 fauteuils là, hein. Vous êtes déjà trop nombreux. Les 8 personnes les plus riches au monde, alors il y a une petite asymétrie, ont en termes de fortune l'équivalent des revenus annuels des 3,6 milliards de personnes les plus pauvres. En termes de répartition de la richesse sur Terre, on peut faire mieux. Il y a une organisation qui est l'organisation de Bilderberg qui a trouvé un moyen de faire, de passer un contrat entre les entreprises de papeterie et les déchetteries pour que, en faisant presque zéro émission de carbone, les deux réussissent à gagner de l'argent. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut s'en sortir si même une solution qui apporte des bénéfices économiques et écologiques ne se fait pas écouter? Une solution peut être économique, mais en étant économique, elle peut ruiner certains acteurs. Alors voilà, j'ai une bonne raison pour que ceux qui vont être ruinés ne soient pas tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez que certaines activités fonctionnent, vous pouvez avoir une activité géniale, mais le contexte dans lequel elle sera fera que ça ne marchera pas. Et donc là, vous pouvez avoir des procédés de recyclage intéressants. En fait, aujourd'hui, quand on va avoir une matière recyclée de qualité, elle est souvent plus chère que la matière première. Est-ce que c'est le peuple qui va être plus enclin à voter des régulations qui vont aller vers une lutte contre le climat, ou est-ce que c'est plutôt des représentants, une chambre de représentants qui aura plus tendance à faire ça?
C'est quel système de démocratie, à votre avis, qui a le plus de chances de réussir par rapport à ça? Chaque pays a ses tares. À côté, la tare, c'est le côté hyper pyramidal. Bon, alors, quand vous avez des présidents qui ne sont pas tout à fait au top en termes de casting, c'est une catastrophe. Bon, là, c'est moins le cas, donc c'est bien, mais enfin, sur le plan des principes, c'est quand même gênant. Et puis, ici, le côté, alors franchement, république bananière de la Suisse, qui est pourtant si fière d'elle-même, c'est le fait que la vie publique, et le financement de la vie publique, politique, ne connaissent aucune limite. Je vis dans le pays, j'ai la double nationalité, j'observe l'un et l'autre. Ni l'un ni l'autre n'est un pays démocratiquement idéal. On entend de plus en plus de formes d'organisation locale ou communale avec une heure participative pour que les citoyens puissent débattre très librement de sujets qui les concernent. Et il semble que ça se développe beaucoup à l'échelle de la planète. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, il y a la tendance inverse, c'est assez amusant, de plus grande qualité de la démocratie locale. Et effectivement, il y a une tendance à mieux utiliser toutes les modalités des systèmes démocratiques. À l'échelle locale, la participation est quelque chose de fondamental. Parce que souvent, si vous voulez, les démocraties locales, enfin la démocratie locale n'est pas la même que la démocratie nationale ou fédérale. Quand vous êtes syndic, quand vous allez prendre une décision avec votre collège de collaborateurs, en général, vous-même, vous allez subir la décision. Il nous reste à vous remercier pour cette très intéressante présentation.